Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Patrice. Je vais vous présenter une petite vidéo aujourd'hui sur les passages de paramètres entre les fenêtres. C'est du niveau débutant, mais j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais force est de constater que une vidéo vaut mieux que de longs discours. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes dans le passage de paramètres. On va voir un petit peu les contextes hyperfiles, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver. Les passages de paramètres, comme on l'a dit. On va voir les tables alimentées aussi par des requêtes, des constantes, les ID des fichiers, est-ce qu'ils doivent être en 8 ou en 4 octets, et les fenêtres modales et non modales. Alors, j'ai déjà préparé un petit projet. Je vais vous passer l'étape de la préparation. Vous devez savoir le faire. J'ai créé déjà une fenêtre principale et une analyse avec un fichier article dedans, relativement simple, une référence, description, prix unitaire, prix de vente. Bon, on a une fiche article ici et aussi une fenêtre de liste d'articles. J'ai créé une requête déjà sur le fichier article, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste une requête standard, select, qui nous permet de voir tous les articles. J'ai fait un classement par référence d'articles en ordre croissant dedans pour l'affichage. Alors on va aborder tout de suite la liste des articles. Donc on va aller sur la fenêtre main et on va demander dans le code du bouton ici d'ouvrir la fenêtre des listes des articles. Ici, on ne passe pas de paramètres parce que ce qu'on veut, c'est afficher une fenêtre. Simplement, nous allons créer ici une table qui va nous afficher la liste des articles. Alors, on va définir un fichier et on va la relier à la requête que nous avons créée précédemment. Ce qu'on veut afficher dedans, à peu près tout sauf le ID des articles, c'est pas nécessaire. La rubrique de tri, on va laisser telle quelle, vu que la requête les trie déjà, et on va valider ça. Donc, moi j'ai déjà mis dans le fichier des articles, on peut le voir ici, quelques petits articles, hein, fraise, banane, kiwi. J'ai volontairement supprimé un enregistrement pour que notre ID article passe de 1, 2 à 4. Donc en supprimant, les numéros d'enregistrement se suivent, mais si on supprime dans une base de données un article, à ce moment-là, le ID va continuer à s'incrémenter, mais l'enregistrement numéro 3 va disparaître. Alors, j'ai fait ça pour, vous allez le voir, pour vous expliquer comment ça fonctionne. À cette étape, si on lance cette fenêtre, nos articles arrivent, et c'est alimenté par la requête, donc on les voit automatiquement. Si on lance le projet au complet, puis qu'on demande à avoir la liste, on va avoir la liste de nos articles, évidemment. Alors, pour bien faire, on va faire quelque chose de plus lisible. On va la maximiser à l'ouverture pour voir ça. Bon, donc nous sommes dans la liste des articles et là ce que nous allons vouloir faire, c'est ajouter, supprimer un article et modifier un article. Alors on va ouvrir la fiche article et dans le code d'initialisation du projet, c'est là que tout va se passer. Donc moi je travaille en Windows 24, mais je vais faire en sorte que ce soit facile de l'utiliser même jusqu'à la version 20. Donc, vous avez une procédure ici dans la déclaration globale de la fiche d'article qui s'appelle procédure ma fenêtre. Elle permet de passer des paramètres. Moi, j'ai créé un fichier ici dont l'identifiant est sur 8 octets. Alors, pourquoi 8 octets? C'est parce que sur la version 24, c'est par défaut. Un identifiant sur 8 octets va nous permettre de faire de la réplication universelle, alors qu'un identifiant sur 4 octets ne nous le permet pas. Est-ce que c'est nécessaire de le mettre sur 8 octets? Pas nécessairement. Moi, j'ai choisi de le laisser sur 8 octets. Il m'est arrivé d'avoir un très très gros projet à plus de 200 000 lignes de code et qu'on m'ait demandé à ce qu'il se passe en réplication universelle. Et là, j'explique pas la galère. Remettre tous les ID sur 8 octets, c'est épouvantable. C'est à déconseiller. Si vous êtes certain que votre projet ira jamais en réplication ou quoi que ce soit, on peut laisser sur 4 octets.
La seule différence, alors je l'ai mis en 8 octets, mais la seule différence qu'il y a, c'est que si on déclare une variable, il va falloir la typer. Il va falloir lui dire que c'est sur 8 octets. Donc, si on veut passer un paramètre, mettons qu'on veut créer un nouvel article, à ce moment-là, on n'a pas besoin de passer un paramètre, vu que on veut juste créer un nouvel article. Cela dit, on ne va pas créer une fenêtre pour créer un nouvel article et une fenêtre pour éditer un article. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui passer des paramètres malgré tout. Alors, on va déclarer une variable qui va s'appeler, mettons, on va dire ID article. On la type est un entier sur 8. Alors, on peut préciser 8 octets, là, mais c'est pas nécessaire. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va voir les différences qu'il va y avoir. Donc, là, je déclarais une variable globale. Là, ce que je vais faire, c'est que si j'ai un ID article est plus grand ou plus petit que -1, ce qu'on va passer comme paramètre, alors, à ce moment-là, on va faire une recherche de l'article. Oups, excusez, de l'article. Alors, on va y arriver. De l'article. Pour alimenter les champs qui seront à l'intérieur de la fiche d'article. Sinon, on fait rien parce que sinon, excusez, c'est pas vrai. Sinon, on va signaler à la base de données qu'on ajoute un nouvel article. Donc, on veut pas de pointeur sur la base de données. On veut un nouvel enregistrement. Donc, on va faire un hras du fichier ps article. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre nos rubriques à 0. En fait, pas tout à fait à 0. Ça va les mettre exactement comme on les a définies dans notre fichier. Ici, par exemple, si on avait défini que dans ref, la valeur par défaut de ref, c'était, mettons, 10, ou je sais pas, à ce moment-là, on aurait pu le signaler que le contenu initial, c'était 10. Dans notre cas de figure, ça ne nous intéresse pas. Tous les champs seront remis à 0. Alors, on va s'occuper de rajouter les champs. Dans le projet, on a article ici, et on va mettre nos champs. Ça, c'est la façon la plus rapide, plutôt que de créer les champs. Donc, on va ajouter nos champs dans la fiche article. On va les positionner. C'est sûr que là, on ne fait pas de l'IHM, alors on va y aller... excusez, ma souris a des petits soucis. On va y aller grosso modo. On va redimensionner un peu ça. On va mettre des boutons là-dessus. Bon, on va les mettre comme ça. Là, je ne ferai pas de l'IHM, donc on va mettre OK. Et on va mettre annuler. Bon. Dans OK, on va avoir différentes fonctions. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution de WinDev, on a ce qu'on appelle HEnregistre qui, lui, va savoir automatiquement si c'est un nouvel enregistrement ou si c'est une modification. Nous n'allons pas utiliser cette fonction-là pour aujourd'hui parce que si vous utilisez le WinDev 20 de mémoire, ça n'existe pas. Alors, nos champs, ici, sont reliés à la base de données. Pardon. Ils sont reliés href, la référence du produit, la description du produit, ils sont directement reliés à la base de données. Donc, ça n'est pas la peine de faire des affectations. On ne fait pas, mettons, produit, alors, ps article, excusez-moi, point description égale c description. Ça sert strictement à rien vu qu'ils sont déjà reliés. À ce moment-là, ce que l'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire un écran vers fichier. Et on va préciser la fenêtre et l'article. Et on va faire un h ajoute ps article. On ferme la fenêtre. Dans le code de annuler, on va fermer la fenêtre. Et voilà, on va l'avoir.
Et c'est tout. Pour un ajout d'enregistrement, j'entends. Là, on sait qu'on est dans l'ajout d'enregistrement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir ajouter un enregistrement, il faut lui passer moins 1 comme paramètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ouvre la fenêtre de fiche d'article et on doit lui passer le paramètre. Là, il nous indique j'ai un ID article. Là, on fait un ajout. Donc, on n'a pas besoin de lui dire qu'on veut modifier un article. Modifier un article, on lui aurait donné son identifiant. Là, on va mettre -1. Et on va valider ça. Donc, on va y aller sur un ajout d'article. On va l'appeler test. Description, on va l'appeler test. Prix unitaire, on va mettre 50. C'est 90. Ça n'a pas d'importance pour le test. Si on vient dans la liste, maintenant, on voit bien que notre enregistrement a été créé. Pas de problème. Là, je vois que ma fenêtre, mémoriser la taille, on va l'agrandir. Maintenant, une erreur que j'ai vue, on va essayer de détailler un petit peu plus. La fiche d'article. Bon. Admettons que maintenant, on veuille modifier un article. Donc, il va falloir faire hli recherche premier. Donc, sur le fichier article, la rubrique, c'est le ID article. Et on veut rechercher la valeur qui nous est passée en paramètre. GNID article. On teste toujours si la requête est bien passée. Si htrouve article, alors à ce moment-là, sinon, on peut signaler à l'utilisateur final qu'il y a une erreur. Pardon. Impossible de trouver l'enregistrement. Oui, l'aide de WinDev est très utile dans ce cas-là. Et on va fermer la fenêtre, car c'est pas la peine de rester dessus. Donc, si on trouve l'enregistrement, comme nos champs sont reliés au fichier, on a tout simplement à faire fichier vers écran. Donc, on précise la fenêtre. Là, je mets ma fenêtre parce qu'on est dans la fenêtre, c'est pas la peine de faire autre chose que ça. Maintenant, si on veut modifier, mettons l'article 3, on va le faire comme ça pour les fins de test. On ne trouve aucun enregistrement à l'article 3. Ça se peut. Il n'y en a pas. Je l'avais supprimé, donc on va aller au 4. On y retourne. Ajouter. Bon, on voit bien notre article qui est là. Sauf que là, si je fais OK, je vais rajouter un article. Parce que j'ai pas de code qui me permet de savoir si c'est un nouvel enregistrement ou pas. Il existe plusieurs méthodes. Une méthode qui est utilisée couramment dans la fiche d'article ici, on va aller dans enregistrer. Un hras va nous permettre de savoir que nous ajoutons un enregistrement. Donc, il est possible de savoir si c'est un nouvel enregistrement ou pas, tout simplement en faisant ps article il faudrait peut-être que je fasse une condition. Si ps article nouvel enregistrement, voilà, sinon excusez, sinon on modifie. Allez, la souris ne va vraiment pas travailler aujourd'hui. Enlever. Et ici, c'est non, excusez, c'est vraiment l'inverse. Et c'est h modifie l'article. Donc là, nous savons que notre enregistrement est un nouvel enregistrement, donc on l'ajoute dans la base de données. Sinon, on fait modifier ce que l'on a créé. Ça, c'est une méthode. Il existe d'autres méthodes. Une que j'affectionne particulièrement, c'est d'utiliser des constantes. Alors pourquoi utiliser des constantes? Tout simplement parce que ça nous permet de savoir à tout moment dans le code
qu'on est dans un nouvel enregistrement, un ajout, quand on est dans n'importe quoi. Donc je vais vous montrer un exemple concret. On va déclarer des constantes dans le code d'initialisation du projet et on va l'appeler, mettons, mode ajout égale 1 et mode modification égale 2. Bon, pour plus de lisibilité, toujours essayer de faire le maximum. Voilà, enregistré. Dans la fenêtre fiche article, maintenant, on va aller dans le code d'initialisation et on va passer un deuxième paramètre. Mode ouverture est un entier. Pourquoi un entier? Parce que les modes ici nous retournent un entier. Donc, c'est un entier. Et là, on peut soit tester le ID de l'article, soit tester maintenant le mode ouverture. Donc, le code va plus être tout à fait le même. On va le modifier selon mode ouverture. Donc, K mode ajout. On va déclarer K mode modification. Pourquoi on fait ça? Parce que ça parle beaucoup plus. C'est plus facile de comprendre mode ajout que d'avoir un entier numéro 1, numéro 2. On ne sait plus trop à quoi ça ressemble. Donc là, on passe mode ajout, mode modification. C'est facile. Là, on est dans le mode modification. Là, on est dans le mode ajout. Le comportement va être identique. Pourquoi faire ça plutôt que l'autre? Ça n'a pas vraiment d'importance. La seule différence, c'est que si vous faites des procédures, vous avez une fenêtre qui contient beaucoup de procédures, que vous avez besoin de savoir si c'est un nouvel enregistrement ou pas. C'est plus facile, vous avez votre mode ouverture qui est une variable globale à la fenêtre, donc vous pouvez savoir à tout moment dans votre code à quel mode il s'agit. Ça peut être utile dans certains cas. Là, bon. Là, il me signale une erreur. La fenêtre attend au moins 2 paramètres et vous n'en passez qu'un. Effectivement, là, je lui passe le paramètre que je veux modifier la fiche numéro 4, mais je lui dis pas c'est quoi le mode d'ouverture. Là, je vais lui dire mode modification. Donc là, j'ai plus d'erreur. Effectivement, je me retrouve en mode modification de la fiche numéro 4. Il a détecté que c'était un mode de modification. Certaines personnes vont utiliser une variable globale au projet pour le mode de modification. Ça va être un numérique ou pas. C'est à votre choix, mais c'est un peu, on va dire, un peu complexe de gérer ça parce qu'il faut se souvenir de beaucoup de choses, alors que là, on se souvient mode modification, mode ajout, c'est quand même relativement facile. Maintenant, on va passer à une autre méthode qui nous permet aussi d'attribuer une valeur par défaut. On va mettre -1 par défaut ici. Et ici, on va mettre mode ajout par défaut. Ça va nous permettre une chose, c'est que si vous utilisez une fiche article beaucoup plus souvent en mode ajout qu'en mode modification, au lieu de devoir passer des paramètres, vous avez le droit de ne plus les passer. Parce que par défaut, il sera en ajout. Et là, je n'ai pas d'erreur. Donc, si je fais un go, que je fais ajouter ici, on est bien en ajout. D'accord? Si maintenant, je lui dis que je veux modifier le 4 avec un mode modification, je fais un go là-dessus, je me retrouve bien sur la fiche numéro 4 et je suis en modification. Donc, ça nous donne un avantage, c'est de limiter la programmation, c'est ce qu'on veut. On veut gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, on va
parler d'autre chose. On va parler du contexte hyperfile. C'est souvent une notion assez floue, puis difficile à comprendre. On va essayer de la détailler le plus simplement possible. Par défaut, les fenêtres dans WinDev ont un contexte hyperfile dépendant. Il faudrait la passer en indépendante. Ça sert beaucoup dans les fenêtres MDI. Je vais vous expliquer quelque chose. Assez simplement, si on prend la base de données ici, et qu'on demande à modifier fraise. Fraise a le ID article 1. Admettons que vous ayez une procédure globale, répétitive, qui va chercher le nombre d'articles présents dans la base de données, puis l'afficher, mettons, dans un tableau de bord en permanence en temps réel. Puis qu'on veuille afficher, par exemple, les 2 ou 3 derniers enregistrements. Si vous ouvrez la fiche fraise, le pointeur va être calé sur l'ID article. Votre procédure va tourner derrière, regardez c'est quoi les derniers articles ajoutés, puis vous affichez les 2 derniers articles. Sauf que le pointeur, cette fois-ci, sera positionné sur l'enregistrement numéro 5. Alors, quel est le problème? C'est que quand on va faire un hash modifie, on va penser modifier l'ID article numéro 1, alors qu'en réalité, le pointeur est sur le 5. Donc c'est le 5 qu'on va modifier. Donc le contexte indépendant fait en sorte que quand on ouvre la fenêtre, on recopie le contexte et on reste positionné sur l'enregistrement numéro 1. Donc on peut activer le contexte hyperfile indépendant ici et le valider. Donc notre fenêtre va garder en mémoire qu'on est bien sur l'enregistrement numéro 1. Il existe d'autres fonctions permettant de faire ça en sauvant la position, hsauve position, etc. Mais vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. C'est certain que là, on a un automatisme qui est relativement rapide à mettre en œuvre plutôt que hsauve position, restore position, etc. Donc, moi, je vous conseille de l'activer. Ok, c'est un concept un peu flou, mais une autre chose que j'ai vue souvent, on récupère dans une fenêtre une valeur. Mettons fenêtre liste des articles, point, table article. On fait pas ça. On peut pas récupérer. En fait, on peut effectivement vous récupérer la valeur qui est dans la fenêtre. Mais si la fenêtre n'est pas instanciée, vous allez avoir une méchante erreur. On va faire l'exemple. On va faire un info. Dessus. Et dans la fenêtre liste article, on va créer un petit bouton ici. Code. On va faire ouvre la fiche d'article. Et on va voir ce que ça donne. Bon. Là, si j'ouvre la liste, puis que je vais ouvrir un bouton, on me donne l'enregistrement 1. Pas de problème, c'est là-dessus que je suis. Si je veux aller sur les kiwis, que je fais bouton, pas de problème, je récupère le 4. Maintenant, si dans une autre fenêtre, j'ai besoin d'appeler un ajout d'article parce qu'il n'existe pas. Voilà, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que la fenêtre n'est pas instanciée. On ne la trouve pas. Alors, il serait aberrant de devoir faire une fenêtre pour chaque fenêtre qui devrait appeler celle-ci. Donc, on ne fait pas d'appel, ou dans de très rares cas, on va faire des appels dans une fenêtre appelante, mais c'est vraiment déconseillé. On va utiliser des indirections éventuellement, des choses comme ça. Donc notre table est alimentée par une requête. On va aller voir notre table. On va aller dans sa description. On va aller voir son contenu. Et on va s'assurer que la rubrique mémorisée, c'est bien ID article. Car c'est la valeur que la table va nous retourner. Donc, si on fait un bouton ici qui s'appelle ajout, pas de problème. On va faire un autre bouton à côté qui va s'appeler modification. Et en modification, on va lui dire ici, virgule. On a besoin de l'ID article, donc on va lui passer le nom de la table. Et on va lui dire qu'on est en mode modification.
Là, l'autre code est parfait. On ouvre tout ça. On va faire la liste. On veut ajouter un produit. Alors, on va ajouter le produit. On va l'appeler, mettons, comment on pourrait l'appeler? Poire. On va l'appeler poire aussi. Prix d'achat va être, mettons, de 8, puis les prix de revente de 60. On l'ajoute. Oups, qu'est-ce qui se passe? On ne le voit pas apparaître. C'est tout à fait normal, on n'a pas réactualisé la table. Alors, dans notre fenêtre liste, on ne voit toujours pas apparaître le produit, même si on réouvre la fenêtre. Alors, ce qui se passe, c'est que dans notre liste d'articles ici, on va devoir, à l'initialisation de la fenêtre, lui demander de rafraîchir la table. Alors, pour cela, c'est pas compliqué. C'est table affiche le nom de la table. Et là, la position. On va lui demander de la rafraîchir en réexécutant la requête qui est reliée à la table, tout simplement. Ça va réactualiser la table. On n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, on avait vu que lors de l'ajout, quand la fenêtre se ferme, on ne voit pas les articles se réafficher. On va le refaire. On va sur la liste. Je vais faire un ajout. On va l'appeler test 8 pour faire des tests. J'ai pas trop d'imagination aujourd'hui. 8, 40. Ça n'a pas d'importance. On fait OK. On ne le voit pas. Alors, comment résoudre ce problème? Si je fais liste maintenant, je vais le voir. C'est très simple. En réalité, une table qui est reliée à une requête, on n'a pas besoin d'avoir un bouton rafraîchir, comme je l'ai vu plusieurs fois. Admettons, je vais vous montrer. Je fais un bouton quelconque là pour l'instant, juste pour vous montrer. On n'a pas besoin, on ne passe pas de paramètres à la requête, donc on n'a pas besoin de faire h exécuteur requête, le nom de la requête, virgule, bon. On peut ou ne pas mettre requête par défaut, vu que c'est par défaut. De toute façon, si on ne le met pas, c'est pas grave. Hlib premier, pour se positionner sur le premier enregistrement de la requête. Tant que h trouve, requête article, table ajoute, le nom de la table, virgule, bon, requête, blablabla, blablabla, article, point. Description, etc. Ça sert strictement à rien, parce que premièrement, la table est déjà alimentée par une requête, donc là, c'est de la programmation pour rien. Donc, on supprime ça, on n'en a pas besoin. On supprime ce bouton-là, on n'en a pas besoin. Et on va simplement demander, après l'ouverture de la fenêtre, de rafraîchir la table. Donc, table affiche à la table et réexécute la requête. On va aborder le concept des fenêtres modales. Alors, la modification est identique. À chaque modification qu'on va faire, on va demander de rafraîchir la table. On va le tester. Liste, on va modifier fraise. Fraise, puis sa référence, on va l'appeler fraise aussi. On fait OK. Donc, les fraises sont rendues ici. La référence est bien modifiée. La table s'est rafraîchie. On va ajouter à notre article. On va mettre cette fois-ci des oranges. On va appeler orange. On les paye 5, puis on les vend 10. Le prix unitaire, ça fait cher l'orange. On fait OK. La table s'est rafraîchie. On voit bien que les oranges sont ici. Pas de problème, ça marche très bien. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Par défaut, une fenêtre qui va s'ouvrir à partir d'une autre fenêtre va être modale. C'est-à-dire qu'elle va prendre, je vais essayer de vulgariser le plus possible, elle va prendre le contrôle de la fenêtre. Donc la fenêtre mère, qui appelle la fenêtre fille, on va dire, ne peut plus être en saisie. La seule fenêtre qui va pouvoir être utilisée, c'est la fenêtre fille.
pour pouvoir saisir dans la mère, et la fille doit être fermée. Donc, cela veut dire que, à partir du moment où on va ouvrir cette fenêtre ici, tout le code qui est derrière ne s'exécute plus tant que la fenêtre qui a été ouverte ne se ferme pas. Ce qu'on appelle la fenêtre modale. Dans le cas des fenêtres MDI, ça ne se passe pas tout à fait pareil, ainsi que si on utilise ouvre-fille, ouvre-sœur, etc., etc. Donc, tant que la fenêtre n'est pas fermée, ça va pas se rafraîchir. Mais dès que la fenêtre fiche article se ferme, à ce moment-là, la table se rafraîchit. Donc, ça le fait pour le bouton ajout, puis ça va le faire aussi pour le bouton modification. On va réactualiser la fenêtre, on va réactualiser la liste, pardon, pas la fenêtre, mais la liste des produits. Donc, pour résumer, la fenêtre mère, qui est la fenêtre liste article, va ouvrir une fenêtre dite fille, qui va être la fenêtre fiche article. Elle va être modale, donc elle va prendre le contrôle de l'application. Ça va être cette fenêtre dans laquelle on va pouvoir saisir des informations. On ne pourra plus saisir dans la fenêtre mère. On ne pourra pas fermer la fenêtre mère tant que la fenêtre fille ne sera pas fermée. Pour illustrer les propos, on va faire un test qui est relativement simple. Au lieu d'ouvrir la fenêtre modale, on va ouvrir une fenêtre fille qui, elle, n'est pas modale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur la fenêtre fille ainsi que la fenêtre mère. Ça va être utile quelquefois quand on va faire une barre d'outils, par exemple, que l'on va programmer dans une fenêtre. Pour voir ce qui se passe, on fait un info ici. On va appeler ça test, mettons. Et on va lancer le projet. Si je clique sur liste, puis que je fais ajout, oups, mon code a continué de tourner. Donc si je fais un ajout d'article, mettons test 33, on s'en fout, et que je le valide, il n'apparaîtra pas ici. Parce que dans mon code, le table affiche est exécuté juste après avoir ouvert la fenêtre fille. Pour illustrer encore une fois, on va revenir sur une fenêtre modale. On fait Go. La liste. Bon, on va voir notre test 33 qui est là. Si je fais Ajout, mon info n'apparaît pas. Si on vient voir ici, mon info est bloquée parce que la fenêtre fille est modale. Maintenant, je vais annuler. Le test continue, la table se réaffiche et nos informations sont mises à jour. Donc, on va fermer ça. Alors, on va aborder un dernier petit sujet en fait qu'on a déjà vu, mais moi j'ai déclaré des constantes ici dans le code d'ouverture du projet. Il existe une autre façon de le faire, c'est en ayant des procédures globales. Donc, si on crée une procédure globale, on va appeler, mettons, ça s'appelle par défaut procédure globale, mais on va l'appeler, mettons, procédure fichier. On peut déclarer à l'intérieur, au lieu de déclarer ici à chaque fois, mettons qu'on utilise beaucoup de constantes dans notre projet. On va l'enregistrer pour que ça soit pris en compte. Bon. On va la déclarer ici, dans déclaration de collection de procédures fichiers. Ça a le même résultat, parce que cette collection de procédures, elle se charge à l'initialisation du projet. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Quel avantage on pourrait tirer à mettre une procédure globale et des constantes à l'intérieur? Ben, l'avantage, c'est la réutilisabilité. Si vous faites un autre projet, puis que vous utilisez tout le temps le même système, mode ajout, mode modification, d'autres constantes qui peuvent y avoir à l'intérieur, vous pouvez importer cette collection de procédures dans un autre projet. Et là, vous vous retrouvez à importer votre collection de procédures, mais en plus, vos constantes, vos fonctions, etc., sans avoir à les retaper. C'est juste l'intérêt de pouvoir les réutiliser. Vous pouvez créer des composants avec des classes. Vous pouvez faire beaucoup d'affaires comme ça. Donc, suivant ce que vous faites, il peut être intéressant de créer des collections de procédures qui vont vous permettre
de les importer dans beaucoup de projets, comme par exemple le redimensionnement d'une photo, mais en utilisant une règle de 3 pour avoir le rapport hauteur-largeur, au lieu de retaper le code à chaque fois. C'est beaucoup plus facile de créer une nouvelle procédure globale, et qu'on peut appeler, mettons, redim by h par hauteur. Puis là-dedans, on va mettre notre code. À chaque fois qu'on importera cette collection de procédures, on va importer toutes les fonctions qui sont à l'intérieur et on n'aura pas besoin de les retaper. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense pas avoir oublié grand chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Je fais pas beaucoup de vidéos. Là, ça a été c'était un peu exceptionnel. Je vous dis mon développement et à bientôt. Bye bye.